La vie n'a pas de solution, elle n'a que des conséquences. Friedrich Nietzsche. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas non plus parce que tu cherches une réponse brillante ou une explication rassurante. Tu es ici parce que quelque chose, dans ta vie, ne fonctionne pas comme tu le voudrais. Peut-être pas de manière spectaculaire, peut-être même pas de manière visible pour les autres, mais suffisamment pour que tu sentes, au fond de toi, une tension constante, une impression de stagnation, un goût amer qui revient toujours, malgré tes efforts pour l'ignorer. Tu appelles cela une période difficile, une mauvaise passe, un enchaînement de circonstances. Tu dis que ce n'est pas le bon moment, que tu aurais pu faire autrement si les conditions avaient été différentes, que la vie t'a compliqué les choses. Ces phrases sont familières, elles circulent partout, elles donnent l'impression d'expliquer quelque chose. En réalité, elles servent surtout à protéger une position très précise, celle où tu n'es pas responsable de ce que tu vis. Nietzsche ne s'intéressait pas à cette position, il la considérait comme une fuite, une manière élégante de se soustraire à la seule question qui compte vraiment. Car ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un mystère, ce n'est pas une injustice cosmique, ce n'est pas une anomalie du destin, c'est le résultat logique, accumulé, prévisible de ce que tu as choisi, toléré, accepté ou refusé de faire pendant des années. La vie que tu mènes n'est pas tombée sur toi, elle s'est construite lentement, par des décisions visibles, mais surtout par des décisions invisibles, par des renoncements silencieux, par des compromis que tu as jugés raisonnables sur le moment, par des attentes prolongées que tu as appelées patience, par des peurs que tu as habillées en prudence. Rien de tout cela n'est spectaculaire. C'est précisément pour cela que c'est dangereux. Le chaos que tu ressens aujourd'hui n'est pas une rupture. C'est une continuité que tu refuses encore de regarder en face. Tu préfères croire que quelque chose a déraillé récemment, que le problème est nouveau, que la situation est temporaire. C'est plus confortable. Mais c'est faux. La plupart des vies médiocres ne s'effondrent pas brutalement. Elles se figent progressivement. Elles se rigidifient. Elles deviennent prévisibles. Et un jour, on appelle cela une crise, alors que c'est simplement la vérité qui remonte à la surface. Nietzsche ne demandait jamais pourquoi quelqu'un souffrait. Cette question ne l'intéressait pas. Elle enferme l'homme dans le passé, dans l'explication, dans la plainte. Il demandait autre chose, quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Il demandait ce que l'homme avait fait de ce qui lui était arrivé. Non pas ce qu'il avait ressenti, non pas ce qu'il avait compris, mais ce qu'il avait transformé, ce qu'il avait assumé, ce qu'il avait forgé à partir de cela. Tu peux continuer à raconter ton histoire comme une suite d'obstacles extérieurs. Tu peux continuer à désigner des causes, des personnes, des contextes. Tu peux même avoir raison sur certains points. Mais cela ne change rien au fait central. Tant que tu interprètes ta vie comme quelque chose qui t'arrive, tu restes immobile, tu restes dépendant, tu restes dans l'attente d'un changement qui ne viendra jamais parce que tu refuses d'en être l'origine. Il y a une vérité que peu de gens acceptent parce qu'elle est trop simple et trop lourde à porter. Ta vie actuelle est exactement à la hauteur de la responsabilité que tu as acceptée jusqu'ici. Pas de tes intentions, pas de tes valeurs proclamées, pas de ce que tu dis vouloir, de ce que tu assumes réellement. Le reste n'est que discours. Tu n'es pas puni, tu n'es pas maudit, tu n'es pas victime d'un mauvais tirage. Tu es face à un résultat. Et ce résultat continuera à se répéter tant que tu chercheras à l'expliquer au lieu de le reconnaître. Nietzsche appelait cela la lâcheté moderne, préférer comprendre plutôt qu'assumer, expliquer plutôt que décider, analyser plutôt qu'agir. À ce stade, une pensée inconfortable devrait déjà s'imposer à toi. Si rien ne change dans ta manière de te positionner face à ta propre vie,
alors rien ne changera non plus dans ce que tu vivras demain. Pas parce que le monde est cruel, mais parce qu'il est cohérent. Avant de continuer, prends un instant. Pas pour te motiver, pas pour te rassurer, simplement pour observer une chose très concrète, très simple. Regarde ta situation actuelle et demande-toi, sans chercher à te défendre, dans combien d'endroits de ta vie es-tu resté là où tu es par confort, par peur ou par habitude, et non par choix réel? Ne réponds pas. Observe seulement. La suite sera encore plus exigeante. Tu parles souvent des circonstances, presque toujours. Elles sont devenues ton refuge préféré. Elles expliquent ton retard, ton immobilité, tes renoncements. Elles donnent à ta vie une apparence de logique sans jamais t'obliger à changer quoi que ce soit. Tu dis que le contexte est mauvais, que l'époque est difficile, que le monde est instable, que les règles ne sont pas justes. Tout cela peut être vrai, mais aucune de ces vérités ne te libère, elles t'enferment. Les circonstances n'ont aucun pouvoir en elles-mêmes, elles n'agissent pas, elles ne décident pas, elles ne choisissent pas, elles ne font qu'exister. Le pouvoir commence ailleurs. Il commence exactement à l'endroit où tu décides ce que tu fais de ce qui t'entoure. Mais cette idée te dérange, parce qu'elle t'arrache la dernière excuse respectable. Si les circonstances ne sont qu'un décor, alors la responsabilité revient toujours au même endroit, à toi. Tu confonds souvent contrainte et absence de choix. Tu dis que tu n'avais pas le choix. C'est rarement vrai. Dans la majorité des situations, tu avais plusieurs options, mais aucune n'était confortable. Alors tu n'as pas choisi. Tu as laissé faire. Tu as appelé cela sagesse, patience, réalisme. En réalité, c'était une stratégie d'évitement. Ne pas choisir, c'est encore choisir. C'est choisir de laisser les choses suivre leur pente naturelle. Et la pente naturelle mène presque toujours vers le bas. Nietzsche voyait dans cette attitude une forme de décadence intérieure. Non pas parce que l'homme souffre, mais parce qu'il préfère expliquer sa souffrance plutôt que de l'utiliser. Il préférait croire que quelque chose l'empêche plutôt que d'admettre qu'il n'ose pas. Les circonstances deviennent alors un alibi moral. Elles permettent de rester immobile sans se sentir lâche. Elles donnent à la peur un costume respectable. Regarde honnêtement ta propre vie. Combien de fois as-tu utilisé la situation comme justification pour ne pas agir? Combien de décisions as-tu reportées parce que ce n'était pas le bon moment? Combien de fois as-tu attendu que quelque chose change à l'extérieur avant d'accepter de bouger à l'intérieur? Chaque fois que tu fais cela, tu renforces une habitude. Et cette habitude finit par devenir ton caractère. Le caractère chez Nietzsche n'est pas une essence. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une somme de réactions répétées, une somme de refus discrets, une somme de compromis acceptés trop longtemps. Ce que tu appelles aujourd'hui ta personnalité est souvent le résultat de ce que tu n'as pas osé contester hier. Et plus tu invoques les circonstances, plus cette structure se solidifie. Il est important que tu comprennes ceci sans détour. Les circonstances n'excusent rien. Elles révèlent. Elles révèlent ce que tu fais quand rien n'est idéal. Elles révèlent si tu attends des conditions parfaites ou si tu sais agir dans l'imperfection. Elles révèlent si tu es capable de porter le poids de l'incertitude ou si tu préfères t'abriter derrière elle. Le monde n'a jamais été juste. Il n'a jamais été stable. Ceux qui ont avancé ne l'ont pas fait parce que les conditions étaient favorables, mais parce qu'ils ont cessé d'attendre qu'elles le deviennent. Tu crois peut-être que tu es prudent. En réalité, tu es souvent en train de négocier avec ta propre peur.
Tu ajustes tes ambitions à ce que tu penses pouvoir supporter sans te mettre en danger. Tu appelles cela maturité. Mais cette maturité ressemble étrangement à une résignation bien habillée. Nietzsche aurait appelé cela une morale de survie, pas une morale de création. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas à cause de », pose-toi une seule question, simple et brutale. Est-ce vraiment impossible ou est-ce simplement inconfortable? Dans la majorité des cas, tu connais déjà la réponse. Tu sais ce que tu pourrais faire. Tu sais ce que cela coûterait. Et c'est précisément ce coût que tu refuses de payer. Alors tu parles des circonstances. Il y a une cohérence implacable dans la vie. Elle ne punit pas, elle ne récompense pas, elle amplifie. Elle amplifie ce que tu pratiques. Si tu pratiques l'attente, elle t'offre plus d'attente. Si tu pratiques l'évitement, elle t'offre plus d'occasions de te cacher. Si tu pratiques la responsabilité, elle t'impose plus de poids. Et ce poids est la condition de toute transformation réelle. À ce stade, une chose devrait devenir inconfortablement claire. Tant que tu continues à expliquer ta situation par ce qui t'entoure, tu restes dépendant de forces que tu ne contrôles pas. Et cette dépendance est exactement ce qui te maintient là où tu es. Ce n'est pas une punition, c'est une logique. Avant de continuer, fais une chose très simple, très concrète. Aujourd'hui, observe une seule phrase que tu utilises souvent pour justifier ton immobilité. Une phrase courte. Ce n'est pas le moment. Je ne peux pas maintenant. Les conditions ne sont pas réunies. Quand cette phrase apparaît dans ton esprit, ne la combats pas. Note-la mentalement. Et demande-toi simplement, qu'est-ce que je refuse d'assumer derrière cette phrase? Ne cherche pas à répondre intelligemment. Contente-toi de voir. La suite te demandera encore plus. Il te reste encore une excuse après les circonstances, une des plus confortables, une des plus respectées. Tu dis que tu ne sais pas quoi faire, que tu manques de clarté, que tu as besoin de comprendre davantage avant d'agir, que tu cherches encore la bonne méthode, la bonne direction, le bon cadre. Cette posture te protège, parce qu'elle donne l'impression d'être sérieuse, réfléchie, responsable. En réalité, elle sert surtout à différer l'essentiel. La vérité est plus simple et plus difficile à admettre. Dans la majorité des cas, tu sais déjà ce que tu devrais faire. Pas dans les détails, pas avec une garantie de succès, mais suffisamment pour commencer. Tu sais ce que tu évites, tu sais ce que tu repousses, tu sais quelle décision te coûterait quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre. Et c'est précisément pour cela que tu dis que tu ne sais pas. Nietzsche méprisait cette forme de confusion volontaire. Il y voyait une ruse de l'esprit faible, non pas un manque d'intelligence, mais un refus de s'exposer. L'homme moderne accumule les informations comme il accumule des excuses. Il lit, il écoute, il analyse, il compare. Il appelle cela préparation. Mais il ne se transforme pas. Il reste au même endroit, entouré de concepts, incapable de poser un acte qui engagerait réellement sa personne. Tu confonds compréhension et courage. Tu crois que comprendre te donnera la force d'agir. C'est l'inverse. C'est l'action qui donne la compréhension. Tant que tu restes dans l'analyse, tu restes à distance. Tu observes ta propre vie comme un objet extérieur. Tu parles de toi à la troisième personne. Tu commentes ton existence au lieu de la porter. Et plus tu accumules de savoir sans engagement, plus tu affaiblis ta capacité à décider. Regarde honnêtement ton parcours. Combien de fois as-tu attendu d'être sûr avant de faire un pas? Combien de fois as-tu repoussé une décision parce qu'il te manquait encore une certitude? Cette certitude n'est jamais venue. Elle ne viendra jamais. La vie ne fonctionne pas sur le mode de la garantie. Elle exige un saut. Et ce saut ne se fait jamais sans perte.
Ce que tu appelles prudence est souvent la peur de perdre une identité confortable. Dire « je ne sais pas quoi faire » permet de rester intact. Tant que tu ne choisis pas, tu ne risques rien. Tu ne peux pas échouer parce que tu n'as rien tenté. Tu ne peux pas être jugé parce que tu n'as rien affirmé. Tu restes dans un entre-deux qui te donne l'illusion de la liberté, alors qu'il s'agit en réalité d'une paralysie douce. Nietzsche appelait cela la maladie de l'homme qui pense trop et veut trop peu. Il y a une différence fondamentale entre ne pas savoir et refuser de savoir. Ne pas savoir est un point de départ. Refuser de savoir est une stratégie. Tu sais très bien quelles actions te mettraient en danger, te forceraient à changer, te feraient perdre certaines sécurités. Et c'est précisément pour cela que tu transformes ce savoir inconfortable en confusion abstraite. Tu préfères dire « je cherche encore » plutôt que « je n'ose pas ». Le savoir est devenu un refuge moral. Tu te dis que tu es quelqu'un de conscient, de lucide, de réfléchi. Tu te compares à ceux qui agissent de manière brute, instinctive, parfois maladroite. Tu te dis que toi, au moins, tu prends le temps. Mais ce temps n'est pas neutre, il te façonne. Plus tu diffères, plus ton corps, ton esprit et ton caractère s'habituent à l'inaction. À un moment donné, ce n'est plus un choix, c'est une inertie. Nietzsche insistait sur un point que beaucoup refusent encore d'entendre. La clarté ne précède pas l'action, elle en est le résultat. Tu ne verras jamais ton chemin tant que tu resteras immobile. Tu ne comprendras jamais ce que tu veux tant que tu refuseras de payer le prix de ce vouloir. La vie ne se révèle pas à ceux qui observent, elle se révèle à ceux qui engagent quelque chose d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de plus de connaissances, tu as besoin de moins d'excuses sophistiquées. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin d'un acte imparfait mais assumé. Tant que tu continues à chercher la bonne idée au lieu de poser un geste réel, tu renforces une structure intérieure qui te maintient dans la dépendance. Et cette dépendance finit toujours par produire la même chose, une vie qui stagne sous prétexte de réflexion. À ce point, il devient difficile de continuer à te mentir sans le savoir. Si tu dis encore que tu ne sais pas quoi faire, demande-toi simplement ceci. Quelle décision éviterais-tu si tu cessais de réfléchir et que tu agissais ? Ne réponds pas avec des mots. Observe la tension dans ton corps quand cette question apparaît. Cette tension est un indicateur bien plus fiable que toutes tes analyses. La suite ne parlera plus de connaissance. Elle parlera de faiblesse, non pas comme état, mais comme position. Il reste encore une position dans laquelle tu te réfugies quand les circonstances ne suffisent plus et que l'ignorance n'est plus crédible. Tu dis que tu es faible, fatigué, usé, que tu n'as plus l'énergie, que quelque chose en toi s'est éteint. Cette posture est dangereuse parce qu'elle semble honnête, elle semble humble, elle semble même courageuse. En réalité, elle est souvent une dernière protection contre l'exigence la plus dure, celle de ta propre force. La faiblesse, telle que tu la vis, n'est pas un état naturel. Ce n'est pas une fatalité biologique. Ce n'est pas un verdict définitif. C'est une position que tu adoptes face à ce qui te demande un effort prolongé. Tu ne dis pas « je suis faible » parce que tu l'es réellement. Tu le dis parce que cela te permet de t'arrêter sans te sentir coupable. Cela te permet de renoncer sans te confronter à ce que ce renoncement signifie vraiment. Nietzsche était impitoyable sur ce point.
Il ne niait pas la fatigue, ni la douleur, ni l'épuisement. Il les connaissait intimement. Mais il refusait d'en faire des identités. Il refusait que l'homme se définisse par ce qui le limite. Car à partir du moment où tu te définis comme faible, tu organises toute ta vie autour de cette définition. Tu choisis des objectifs plus petits. Tu acceptes des situations médiocres. Tu fréquentes des discours qui te confirment dans cette image. Et peu à peu, tu deviens exactement ce que tu dis être. Il y a une différence essentielle entre reconnaître une limite temporaire et s'installer dans une identité de faiblesse. La première est lucide, la seconde est confortable. Elle t'exonère de toute exigence supérieure. Elle te permet de dire que tu aurais pu faire plus, mais que ce n'était pas possible pour toi. Et cette phrase, répétée assez longtemps, devient une prison intérieure. Observe comment tu parles de toi-même. Observe les mots que tu utilises quand tu échoues, quand tu abandonnes, quand tu recules. Est-ce que tu dis « j'ai choisi d'arrêter » ou est-ce que tu dis « je n'avais pas la force » ? Cette nuance n'est pas anodine. Dans un cas, tu restes sujet. Dans l'autre, tu te transformes en objet de ta propre vie. Tu te regardes subir ce que tu décides en réalité. La faiblesse est souvent une peur déguisée, peur de l'échec visible, peur du regard des autres, peur de perdre une sécurité, un statut, une relation. Mais au lieu de nommer cette peur, tu préfères parler d'épuisement. C'est plus acceptable socialement. Cela attire moins de confrontations. Cela te permet de rester immobile tout en conservant une image morale correcte. Nietzsche appelait cela la morale des faibles, transformer l'incapacité à agir en vertu. Tu crois peut-être que la force est quelque chose que l'on possède ou que l'on perd. C'est faux. La force est une relation. Une relation entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à payer pour l'obtenir. Quand cette relation se rompt, tu appelles cela de la faiblesse. Mais en réalité, c'est un refus de payer le prix. Et ce refus n'est jamais neutre. Il produit une forme de ressentiment silencieux contre toi-même. Ce ressentiment est corrosif. Il ne s'exprime pas par la colère, mais par le mépris discret de ta propre vie. Tu continues à vivre, à fonctionner, à remplir des obligations. Mais quelque chose en toi se rétracte. Tu te regardes de l'extérieur. Tu sais que tu pourrais faire autrement. Et c'est précisément cette conscience qui rend la situation insupportable à long terme. Ce n'est pas la fatigue qui te détruit, c'est la lucidité sans engagement. Nietzsche ne te demanderait jamais de devenir fort au sens spectaculaire du terme. Il ne te demanderait pas de te dépasser de manière héroïque. Il te demanderait quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. Cesser de te mentir sur les raisons de ton immobilité. Cesser de transformer tes choix en symptômes. Cesser de parler de faiblesse là où il y a un refus. À ce stade, une chose devrait devenir claire. Tant que tu continues à te définir par ce que tu ne peux pas faire, tu restes prisonnier d'une image que tu entretiens toi-même. La faiblesse cesse d'être une condition passagère pour devenir une identité stable. Et cette identité structure tout ce qui suit. Avant de continuer, fais un exercice silencieux, sans l'écrire, sans le partager. Aujourd'hui, observe un moment précis où tu te dis « je n'ai pas la force » et demande-toi, sans te juger, « qu'est-ce que je refuse de risquer à cet instant précis ?» Ce que tu verras n'est pas agréable, mais c'est réel. Il ne reste plus qu'une étape, et elle ne laisse aucune échappatoire. Il ne reste plus qu'un endroit où te cacher après tout cela. Un dernier, le plus discret, le plus dangereux aussi. Tu dis que tu as fait de ton mieux, que compte tenu de ce que tu étais, de ce que tu savais, de ce que tu avais, tu n'aurais pas pu faire autrement. Cette phrase a l'air raisonnable. Elle clôt la discussion, elle apaise la tension, elle permet de continuer à vivre sans trop se détester. Mais elle est fausse, et tu le sais. Faire de son mieux est une formule vague. Elle ne dit rien de ce que tu as réellement engagé.
Elle ne dit rien de ce que tu as évité. Elle ne dit rien du moment précis où tu as reculé. Elle te permet de transformer une décision en fatalité. Et à partir du moment où tu fais cela, tu cesses définitivement d'être responsable. Tu deviens narrateur de ta propre vie, pas son auteur. Nietzsche aurait rejeté cette formule sans hésiter, non pas parce qu'il exigeait la perfection, mais parce qu'il méprisait les demi-vérités qui servent à se préserver. Il savait que l'homme est capable de supporter des vérités bien plus dures que celles qu'il se raconte. Ce qu'il ne supporte pas, c'est de voir sa propre lâcheté sans la masquer. Alors il invente des récits acceptables. J'ai essayé, je n'avais pas le choix, j'ai fait ce que j'ai pu. Ces phrases ne décrivent pas une réalité, elles la recouvrent. Il y a toujours un moment précis où ta vie a pris la direction qu'elle a aujourd'hui. Pas un grand événement dramatique, un moment discret, une décision que tu n'as pas prise, une conversation que tu as évitée, un risque que tu n'as pas assumé. À ce moment-là, tu as senti une tension, tu as senti que quelque chose se jouait, et tu as choisi la continuité plutôt que la rupture. Ce choix-là, tu continues à le payer. Tu peux continuer à vivre ainsi. Beaucoup le font. Ils s'installent dans une vie qu'ils ne respectent pas vraiment, mais qu'ils savent gérer. Ils deviennent fonctionnels, raisonnables, acceptables. Ils parlent de maturité, de compromis, de réalisme. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont cessé de se prendre au sérieux. Et cette perte de respect pour soi est lente, silencieuse, mais irréversible tant qu'elle n'est pas affrontée. La responsabilité dont parle Nietzsche n'est pas morale, elle n'est pas là pour te faire culpabiliser, elle est existentielle. Elle te place face à un fait simple. Personne ne vit ta vie à ta place. Personne ne portera les conséquences de tes renoncements à ta place. Et personne ne transformera ce que tu refuses d'assumer. Tant que tu attendras que quelque chose change sans que tu changes ta position, tu resteras exactement là où tu es. Il n'y a pas de promesse ici, pas de transformation garantie, pas de réussite assurée. Seulement une ligne claire. D'un côté, la vie comme justification permanente, de l'autre, la vie comme engagement risqué. Tu sais déjà de quel côté tu te tiens. Ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est combien de temps tu peux continuer ainsi sans te perdre complètement. Nietzsche ne te dirait pas quoi faire. Il te poserait une question et te laisserait seul avec elle. Et cette question n'a rien de spectaculaire. Elle est presque banale. C'est pour cela qu'elle est si difficile à éviter. Voici maintenant une pratique, pas un conseil, pas une méthode, une vérification. Pendant les 7 prochains jours, à chaque fois que tu te surprends à expliquer ta situation par quelque chose d'extérieur, une personne, un contexte, une fatigue, une contrainte, arrête-toi une seconde. Ne corrige rien, ne change rien. Demande-toi simplement « Qu'est-ce que j'évite d'assumer ici ?» Puis continue ta journée, sans te juger, sans te motiver, juste avec cette question présente. Si cette question te dérange, c'est qu'elle touche juste. Si elle te met en colère, c'est qu'elle est nécessaire. Si elle t'indiffère, alors tu n'es pas encore prêt. Et si demain ressemble à aujourd'hui, n'oublie pas ceci, ce ne sera pas un accident, ce sera une continuité.